Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme du jour, une suite pas comme les autres. C'est parti pour Gremlins 2. À l'aube de la sortie en salle de Gremlins en 1984, on peut pas dire que la Warner croyait fermement en ce projet. Si certains cadres aimaient le film, d'autres étaient perplexes, ne comprenant tout simplement pas ce qu'ils avaient entre les mains. Quoi qu'il en soit, et malgré la présence de Spielberg à la production, ils ne s'attendaient pas à un succès commercial. Tout juste espérait-il que cette comédie d'horreur rentre dans ses frais. Ensuite, ils n'en parleraient plus. Tout ça ne serait plus qu'un vilain cauchemar. Mais il s'avéra que Gremlins fit un carton. Le film eut un succès critique et commercial inespéré, et la fièvre Gremlins ne mit pas longtemps à s'emparer du monde, incitant les cadres de la Warner à revoir leur discours. Est-ce qu'on ferait pas une suite du coup? Salut ma gueule, c'est John Michael. Aujourd'hui je vais mettre des étoiles dans tes yeux et des paillettes dans ta vie. Mais genre encore plus que d'habitude. T'as déjà rêvé d'être millionnaire, de mener la belle vie, de passer tes journées à rien faire d'autre que de faire plaisir? Bah redescends tout de suite, parce qu'à moins de gagner l'euro million ou de toucher l'héritage de tonton Hubert, c'est pas près d'arriver ma gueule, désolé. Mais grâce à Monopoly Go, tu vas pouvoir faire comme si c'était vrai. Tu connais le Monopoly, ce jeu de société où tu dois accumuler les billets? Et bah imagine la même chose, mais sur ton smartphone. Monopoly Go va t'embarquer dans une quête incroyable vers la richesse. Deviens un vrai mania de l'immobilier en bâtissant ta ville et surtout ton empire. Le John Michael Empire. Ça claque, non? Moi je m'éclate en tout cas. Monopoly Go, c'est plus qu'un jeu, c'est un peu comme ton propre univers que tu aurais modelé à ton image et où tous tes rêves deviennent réalité. Avec Monopoly Go, tu vas pouvoir t'immerger dans l'univers Monopoly comme jamais auparavant. Tout a été réimaginé pour offrir une expérience de jeu parfaitement équilibrée entre tradition et modernité. Retrouve les personnages iconiques de Monopoly et regarde-les prendre vie. Amuse-toi avec des amis en créant un empire commun ou joue en solo si t'aimes pas les gens. Tout est possible avec ces innombrables modes de jeu. Tu peux aussi choisir d'être un gentil en aidant tes amis ou un méchant en semant le chaos autour de toi. Je te laisse deviner ce que j'ai choisi, hein. Et comme si ça suffisait pas, de nouveaux défis sont disponibles tous les jours avec des récompenses à la clé. Bref, tu risques pas de t'ennuyer, c'est moi qui te le dis. Alors clique sur le lien en description ou scanne mon QR code pour télécharger le jeu et commencer à amasser des millions. La richesse n'attend que toi ma gueule. Alors lance tes dés et amuse-toi bien. Le studio contacta donc immédiatement le réalisateur du premier film, Joe Dante, pour lui proposer de remettre le couvert avec un second opus. Pendant quelques temps, il travaillait donc avec son producteur Mike Finnell et quelques scénaristes pour trouver une bonne idée. Mais rien ne semblait fonctionner. Finalement, Dante et Finnell décidèrent de laisser tomber. Le tournage du premier film avait lessivé le réalisateur, et pour tout dire, l'idée même d'une suite ne l'enthousiasmait pas. Il avait l'impression d'avoir tout raconté dans le film original, et sentait bien que cette suite n'était mise en chantier que dans un but purement mercantile. Le réalisateur partit donc vers d'autres horizons, laissant la Warner développer le projet sans lui. Sauf que développer la suite d'un film qu'on ne comprend pas, c'est compliqué. De nombreux scénaristes mirent ainsi la main à la pâte, développant des concepts tels que les Gremlins à Las Vegas ou les Gremlins sur Mars, mais aucun ne s'avéra satisfaisant. Et après plusieurs années passées dans les affres d'un développement chaotique qui n'allait nulle part, la Warner commença à perdre patience. Parce que l'intention originale du studio, c'était de battre le fer tant qu'il était chaud, ce qui signifiait lancer la production de la suite alors que le film original était encore dans les mémoires. Désormais, on était à la veille des années 90 et il bataillait encore à trouver le bon concept. Il fallait absolument que ce projet soit mis sur les rails le plus rapidement possible. Terry Semel, le chef de la Warner, partit donc voir Joe Dante dans son bureau situé au sein des studios et lui fit une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il a pas menacé, hein. Enfin, pas que je sache. On a besoin de Gremlins 2. Fais ce que tu veux avec, je me fiche de l'histoire tant que le film s'appelle Gremlins 2 et qu'il y a des Gremlins dedans. La contrepartie, c'est qu'il doit sortir en mai 90. Et face à cette proposition, Dante est plutôt emballé. Une liberté créative totale, c'était presque trop beau pour être vrai. En plus de ça, il se dit que la technologie d'animation avait dû faire des progrès spectaculaires depuis le tournage du premier opus, ce qui lui permettrait d'aller beaucoup plus loin. Il accepta donc de prendre en charge cette suite. Mais le principal problème était toujours d'actualité, à savoir écrire un scénario intéressant. Dans un premier temps, Chris Columbus fut envisagé par Dante et son producteur Mike Finnell, mais il était alors occupé sur un autre projet, et cette fois-ci en tant que réalisateur. Ça grandit tellement vite. Leur ami Jonathan Kaplan leur recommande alors un certain Charlie Haas, qu'il décrit comme étant particulièrement talentueux et imaginatif. Emballé par la perspective d'écrire ce Gremlins 2, Haas rejoignit le projet et débuta le travail avec Dante, qui fut bien décidé à prendre au pied de la lettre la directive de Terry Semel, fais ce que tu veux avec. La première idée fut donc d'abandonner Kingston Falls. La suite ne prendrait pas place dans cette petite ville idéalisée, mais au sein d'une grande ville, histoire de démultiplier les enjeux et de créer un contraste flagrant avec le film original. Ils optèrent alors pour New York. Mais il y avait évidemment de nombreuses contraintes d'ordre technique. Le film ne pouvait pas voir des hordes de Gremlins envahir les rues new-yorkaises. Ce ne serait tout simplement pas faisable. Ou alors ça coûterait excessivement cher, même pour la Warner. Il fallait donc trouver un moyen de faire se dérouler le film dans New York, mais dans un environnement contenu et donc contrôlable par l'équipe technique. Ils décidèrent donc que l'histoire de Gremlins 2 prendrait place au sein d'un bâtiment new-yorkais équipé de technologie dernier cri. Et appartenant à un ersatz de Donald Trump. L'autre idée de Dante était que les petits monstres soient différents de ceux du premier opus. Il fallait des variations en termes de design pour en faire de vrais personnages mémorables et non pas des créatures interchangeables. Et il y avait aussi l'effet de surprise. Maintenant que le public savait à quoi il ressemblait, il fallait se débrouiller pour le surprendre à nouveau. Le mot d'ordre était donc clair, il fallait aller plus loin que le premier film, pousser les curseurs au maximum à tous les niveaux. Plus de gremlins, plus de personnages, plus de situations improbables, plus de gags. Dante approcha cette suite comme une parodie du premier film, reprenant ses principes pour mieux les détourner et s'en moquer. À vrai dire, Dante était comme un gosse débordant d'idées et d'excitation
réputation et il était bien décidé à profiter de cette liberté totale pour donner vie à ses idées les plus folles. Une comédie subversive en roue libre qui n'hésiterait pas à briser le 4e mur. Pour autant, hors de question de se débarrasser des personnages principaux du premier film. On retrouverait donc Billy et Kate qui, tels les Gremlins, feraient face à un environnement totalement nouveau. Mais c'est un autre membre clé de l'équipe originale qui ne ferait pas son retour sur cette suite. Chris Wallace, qui avait accompli un travail d'orfèvre sur le premier opus en donnant vie à Gizmo et à tous ses frères diaboliques, refusa immédiatement la proposition de venir travailler sur ce second volet. Étant sorti exténué du tournage du film original, il n'avait aucune envie de remettre ça sur un projet qui s'annonçait encore plus ambitieux. Dante et Finel décidèrent alors de contacter Rick Baker, un autre légendaire créateur de monstres qui fut d'ailleurs le tout premier à être oscarisé dans la catégorie meilleur maquillage en 1982 pour son travail sur le loup-garou de Londres. S'il n'était pas spécialement intéressé à l'idée de simplement répéter le travail de Chris Wallace, Dante et Finel parvinrent cependant à le convaincre en lui promettant qu'il aurait tout le loisir de réinventer les Gremlins, apportant ainsi sa touche personnelle au projet. En plus de ça, ils mentionnèrent rapidement leur idée d'un labo génétique au sein duquel les Gremlins ingéreraient l'ADN de différents animaux, résultant en des hybrides de toutes sortes. Un gremlin araignée, un gremlin chauve-souris, un gremlin végétal, etc. Autrement dit, un immense terrain de jeu pour lui et son équipe, qui allait quand même demander 5 mois de travail acharné. Au niveau de la rédaction, cependant, Haas finit par faire face à un problème. Si le brouillon des 2 premiers actes du script ravise Dante et Finel, ce n'est pas le cas du 3e. Pour cause, cet acte 3 se contente d'empiler les gags les uns sur les autres, au détriment de l'histoire. C'était le piège en travaillant sur un projet tel que celui-ci, où les 3 hommes avaient pour priorité de s'amuser sans se formaliser avec les habituels tracas des scénaristes. Il fallait donc retrouver une certaine rigueur pour être sûr que le film raconterait quelque chose. Ils réfléchirent donc à la conclusion de leur film, à la manière dont ils voulaient que les Gremlins disparaissent, et travaillèrent à partir de cette idée pour trouver le bon moyen d'y parvenir. Une sorte de rétro-ingénierie. Une fois le script prêt, le trio le présenta au cadre du studio, qui n'eurent d'autre choix que d'accepter ce qu'ils avaient entre les mains. De toute façon, le grand patron s'était engagé. Concernant le casting, Zach Galligan et Phoebe Cates font leur retour, de même que Dick Miller, l'acteur fétiche de Dante, et Jackie Joseph qui incarnait sa femme. Si le couple était présumé mort dans le film original, rien n'avait véritablement été confirmé, ce qui permit donc à Dante de les faire revenir. Pour ce qui est des nouveaux venus, Robert Picardo, autre acteur fétiche de Dante qui avait refusé un rôle dans le premier film, allait cette fois-ci se joindre à la fête. De même que le légendaire Christopher Lee, avec lequel Dante rêvait de travailler, et qui se glisserait dans la blouse du savant fou Dr Catheter. John Glover incarnerait quant à lui Daniel Klemp, le milliardaire propriétaire de la fameuse tour où se déroule le film. Un personnage conçu comme un mélange entre Donald Trump et Ted Turner, le fondateur de CNN, et qui était à l'origine dépeint comme le méchant du film. Sauf que lors de ses essais, Glover apporta beaucoup de bonhomie et d'excentricité à ce personnage, une approche que n'avait pas envisagée Dante et qui fut une bonne surprise pour lui, le poussant à engager Glover. Et puis, en mai 1989, Dante investit New York avec son équipe pour y tourner ce second opus tant espéré par la Warner. Avec un budget estimé à 50 millions de dollars, soit 5 fois plus que le premier quand même, l'équipe pourra se permettre de bloquer Times Square dès le premier jour des prises de vue, histoire de démarrer sur les chapeaux de roue. Après avoir filmé les plans extérieurs de New York, il retourne à Los Angeles au studio Warner pour y filmer les intérieurs. L'immense décor du rez-de-chaussée de la tour Klemp, alors l'un des plus grands jamais bâtis au sein des studios Warner, demanda pas moins de 15 heures de travail au directeur photo et à son équipe pour l'éclairer convenablement. Et une fois les lumières mises en place, elles ne bougèrent plus pendant une dizaine de jours, permettant à Dante de filmer dans tous les recoins de la manière dont il le souhaitait. Le décor fut conçu par James Spencer et son équipe, déjà à l'œuvre sur le premier opus, en s'inspirant du véritable bâtiment new-yorkais choisi pour les extérieurs. Et tout y était parfaitement fonctionnel. Les acteurs pouvaient donc prendre l'ascenseur pour se rendre à l'étage, et même utiliser les caisses enregistreuses des magasins présents sur place. Pendant cette semaine, l'équipe tourne ainsi les séquences impliquant les acteurs, et passe ensuite 7 autres semaines sans aucun comédien, tournant uniquement les plans impliquant les Gremlins. Une méthode qu'ils avaient déjà adoptée sur le premier film. Ce qui permit à Zach Galligan de partir en vacances. Et si ce tournage allait bien sûr proposer son lot de challenges, étant en tout point plus ambitieux que celui du précédent, il allait paradoxalement s'avérer moins épuisant pour Dante, notamment pour ce qui est des scènes avec les Gremlins. Car cette fois-ci, Dante avait de l'expérience. Il avait appris des erreurs commises sur le premier opus, sans compter que la technologie avait fait un bond en avant assez impressionnant. Le planning de tournage serait également plus confortable et en accord avec les ambitions de la production. Bref, plus d'ambition certes, mais aussi plus d'expérience, de budget et de temps. Ainsi, toutes les nouveautés concernant les Gremlins se furent testées et répétées à plusieurs reprises en amont du tournage, histoire d'anticiper et d'éviter tout problème pouvant survenir le jour J. Ça veut pas dire que c'était facile pour autant, car ça ne l'était pas, loin de là. La tâche à accomplir restait gargantuesque, avec d'innombrables marionnettes à animer à la perfection, sans compter celle de Brain, le gremlin doué de parole. Pour parvenir au résultat souhaité, ils durent enregistrer les répliques de l'acteur Tony Randall en amont, ce pour que Rick Baker puisse préprogrammer les lèvres de la marionnette de façon à ce qu'elles soient parfaitement synchronisées avec les paroles. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. D'abord on programme la lèvre supérieure, puis la lèvre inférieure, puis la langue, puis la mâchoire. Bref, c'est fastidieux. Bref, si l'équipe savait ce qu'elle faisait, reste qu'elle croulait néanmoins sous le travail. Et après ces 7 semaines dédiées aux seuls Gremlins, les acteurs firent leur retour pour les 6 dernières semaines de tournage. Débordant d'idées, Dante décide de contacter son ami critique Leonard Maltin, qui avait détesté le film original, pour lui offrir une apparition au sein de cette suite. Il y jouerait son propre rôle, et les Gremlins s'en prendraient à lui pour se venger de cette critique négative. Amusé par cette idée, Maltin accepte avec plaisir. C'est dire si Dante avait les mains libres. Sauf pour une idée en particulier qu'il eut du mal à faire valider par la Warner.
Grand fan assumé des Looney Tunes, Dante souhaitait apporter cette sensibilité chaotique au sein de son film, raison pour laquelle il mit en place une séquence entièrement conçue dans l'optique de briser le 4e mur, dans laquelle les Gremlins se prendraient d'assaut la cabine de projection qui diffuse le film. Une idée que la Warner combattit farouchement, ayant peur que le public quitte la salle de cinéma en pensant qu'il s'agisse là d'un véritable problème technique. Mais étant donné que le studio avait promis le dernier mot à Dante, il put l'intégrer à son film. À l'origine, on aurait dû y croiser Steven Spielberg ainsi que Clint Eastwood qui jouerait son propre rôle et ordonnerait aux Gremlins de relancer la projection du film. Mais l'acteur n'étant pas disponible, c'est finalement le catcheur Hulk Hogan qui est choisi, étant parfaitement capable d'intimider les petites créatures. Mais quid des diffusions télé? Cette scène, pensée pour les projections cinéma, perdrait en effet tout son sens sur un écran de télé. Ainsi, Joe Dante demanda au studio l'autorisation de tourner une nouvelle scène pour adapter le gag. Une scène où les Gremlins se squattent un western de John Wayne et où c'est cette fois-ci ce dernier qui leur somme de partir. Et pour continuer à référencer les Looney Tunes, Dante enfonce le clou en ouvrant le film avec un court-métrage animé mettant en scène ces fameux personnages. Le but, rappeler les séances de cinéma de son enfance qui démarraient systématiquement par un court-métrage des Looney Tunes. Et pour ce faire, Dante fit appel à Chuck Jones, leur créateur, qui sortit de sa retraite spécialement pour travailler sur ce projet. Et si cette séquence était à l'origine assez longue, le studio demanda à Dante de la raccourcir pour ne pas trop désarçonner le public. Et c'est ainsi qu'après environ 4 mois de production, le tournage prit fin. Une production pendant laquelle le studio tint sa promesse de laisser Dante faire le film qu'il voulait, sans être constamment sur son dos. Et connaissant le bonhomme et son goût pour l'anarchie, la Warner serrait les dents en attendant de voir le résultat. Ainsi, quand ils assistèrent à une première projection, leurs réactions ne furent pas vraiment plus enthousiastes que sur le premier film. Certains l'aimèrent, d'autres non, mais ils s'accordèrent tous sur un point, ce Gremlins 2 était complètement à contre-courant de la production hollywoodienne typique. Ce qui les fit bien évidemment paniquer, au point d'appeler Spielberg à l'aide. Toujours est-il qu'ils s'étaient engagés à sortir le film que Dante leur proposerait. Il était donc désormais trop tard pour procéder à de trop gros changements. Ils demandèrent donc simplement de raccourcir le film, ce que Dante s'engageait à faire avec l'aide de Spielberg. Mais malgré ces quelques coupes, Gremlins 2 restait son film et il en était particulièrement content. Restait plus qu'à voir quel accueil allait lui réserver le public. Si Hoyt Axton ne reprend pas le rôle du père de Billy dans cette suite, à l'origine, il était pourtant bien censé y faire une apparition. Randall Peltzer devait en effet revenir le temps d'une scène à la toute fin du film où il aurait offert à Gizmo sa toute dernière invention, une combinaison spécialement créée dans le but de protéger le Mogwai de l'eau. Mais la scène n'a jamais été tournée, histoire de raccourcir un film déjà bien dense. À l'origine, il était prévu que le film sorte le 18 mai 90, à une période calme où il n'aurait que peu de concurrents sérieux. Mais au dernier moment, le studio décida de le décaler au 15 juin face à Dick Tracy, production Disney alors très attendue. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette manœuvre hasardeuse est complètement absurde? Eh bien en fait, il faut savoir que beaucoup de monde s'enthousiasmait autour de Dick Tracy, qui était carrément annoncé comme le carton de l'été. Et la Warner avait très peur que Disney vienne battre le record au box-office détenu par Batman sorti un an plus tôt. Par conséquent, plutôt que de laisser ça arriver, ils décidèrent de placer leur pion à cet endroit, juste histoire de prendre leur part du gâteau pour potentiellement torpiller la sortie de Dick Tracy. Sauf qu'au final, c'est la sortie de Gremlins 2 qu'ils ont torpillé, c'est con. Parce que le studio avait d'ores et déjà communiqué dans les spots télévisés que Gremlins 2 sortirait le 18 mai, ce qui engendra pas mal de confusion. Et quand il débarqua enfin dans les salles de cinéma le 15 juin 90, ce ne fut pas la ruée. Si les critiques furent généralement positives, le film ne parvint pas à rentrer dans ses frais sur son territoire, peinant à atteindre les 41,5 millions de dollars. Un résultat très loin de rentabiliser son budget de 50 millions et très loin des chiffres du premier opus qui s'élevait à plus de 153 millions de dollars. Gremlins 2 était-il arrivé trop tard? Le public avait-il perdu tout intérêt pour les Gremlins en 6 ans? Ou bien le film était-il tout simplement trop singulier pour le public? Toujours est-il que cette suite fut très loin d'être à la hauteur des attentes de la Warner. 34 ans plus tard, qu'est-ce que ça vaut Gremlins 2? Dans Gremlins 2, Gizmo est capturé peu après le décès de Monsieur Wing et emmené au sein d'un labo génétique de la Tour Clemp, un bâtiment dit intelligent où l'on trouve tout et surtout n'importe quoi. Mais la Tour Clemp se trouve être comme par hasard le lieu de travail de Billy et Kate. Comme quoi la vie est bien fichue, hein. Quand Billy se rend compte de la situation, il porte vite secours à Gizmo. Sauf que les choses finissent inévitablement par déraper. Gizmo se fait mouiller, donne naissance à des frères pas super amicaux qui décident de grailler après minuit et de foutre un immense bordel au sein de la Tour Clemp. Et du coup, c'est un peu ça Gremlins 2. Un immense bordel, mais dans le bon sens du terme. Gremlins 2 est rien de moins qu'une anomalie dans le paysage hollywoodien. Imaginez un studio donner carte blanche à un réalisateur qui déteste suivre les règles établies. Imaginez un studio commander une suite à un réalisateur qui n'aime pas les suites. Et bah voilà ce que ça donne. Si Gremlins était le résultat de la somme des talents de Columbus, Spielberg et Dante, Gremlins 2 est quant à lui tout entier le produit des envies de son réalisateur. Il le dit lui-même, aucun de ses films ne lui ressemble plus que Gremlins 2. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? On le sait, Dante est un électron libre. Autant dire qu'il n'a que peu d'atomes crochus avec le formatage en règle qui sévit généralement à Hollywood. C'est quelqu'un qui veut suivre ses propres règles et pas celles des autres. C'est donc ça avant tout Gremlins 2. Un film qui impose ses règles. Et les règles sont... y a pas de règles. 0.
Nada, que dalle. C'est à peine si ce Gremlins 2 raconte une histoire en fait. Un aspect qui a d'ailleurs posé problème pendant son écriture, comme on l'a vu. Gremlins 2 se moque de ses futilités. Gremlins 2 se moque de tout en réalité, à commencer par lui-même. What if one of them eats something at 11 o'clock, but then he gets something stuck in his teeth? Yeah, like a caraway seed or a sesame seed. Whatever, right. And then after 12 o'clock, it comes out. Now, he didn't eat that after midnight. Les 3 fameuses règles concernant les Gremlins se sont ainsi raillées pour leur nature arbitraire, ces quelques personnages devenant le reflet d'un public sceptique face à des procédés scénaristiques fragiles. Le message de Dante est clair, oui, on sait que ça tient pas debout, mais on s'en fout. Cette suite se plaira même à référencer le fameux monologue de Kate du premier film, cette fois-ci pour le tourner au ridicule. Sans oublier la fameuse scène avec Leonard Maltin, où Dante s'amuse cette fois à se venger des critiques. Et que dire de la séquence brisant le 4e mur, où Dante vise cette fois-ci les parents qui s'étaient plaints de la violence du premier opus. Gremlins 2, c'est un peu la suite méta par excellence, consciente d'elle-même, mais aussi de sa raison d'être dictée par des ambitions non pas artistiques, mais bien évidemment économiques. Le décor même du film va venir refléter cet état de fait, car qu'est-ce que la Tour Clemp au fond? Un concentré de toutes les dérives capitalistes, un moyen pour Dante de faire un pied de nez à ces mêmes studios qui financent le film. Le personnage de Foster, incarné par Daniel Picardo, a d'ailleurs tout de la caricature du cadre de studio. Et l'analogie saute aux yeux dans la scène où il reproche à Billy d'avoir cherché à s'approprier son espace de travail en affichant un de ses dessins, et ce alors que la société Clemp a payé cher pour afficher des soi-disant œuvres d'art sur les murs de l'étage. On pourrait ici faire un parallèle avec un cadre de studio doté de la sensibilité artistique d'une Côte de Veau, qui tente de calmer les ardeurs d'un réalisateur disposant d'une vraie vision, et qui cherche donc à le remettre sur le sacro-saint droit chemin hollywoodien de la production formatée. Pas de place pour l'individu donc, qui n'a rien de plus qu'une denrée remplaçable, et pour qui la moindre erreur est synonyme de renvoi immédiat. Seul compte le système, la machine bien huilée. Mais pas si bien huilée que ça en réalité, car avant même que les Gremlins ne l'envahissent, la Tour Clemp est déjà victime de malfonctions. Quelques pics bien sentis en direction d'Hollywood donc, mais pas que. C'est la société américaine tout entière qui est visée par Dante, une société de tous les excès, temple de la consommation, où les Gremlins vont se faire un malin plaisir à semer le chaos. Car oui, Gremlins 2 est un immense bordel, mais c'est surtout un joyeux bordel. Parce que Dante ne voulait pas refaire le même film, il s'est donc éloigné du côté film d'horreur qui caractérisait le film original, pour réaliser une comédie purement déjantée, tombant même souvent dans l'absurdité la plus totale. Pour son réalisateur, c'est le film de la liberté, celui où il a pu suivre toutes ses envies et y intégrer ses références les plus chères. Bref, ce film, c'est une plongée dans son âme d'artiste. Le paradoxe est d'ailleurs assez remarquable. À l'origine produit pour des raisons purement commerciales, Gremlins 2 a fini par devenir le film le plus personnel de son réalisateur. Une comédie donc, où les Gremlins se voient leur goût pour l'anarchie démultiplié, où leur comportement est plus inapproprié que jamais, et où les dégâts occasionnés vont jusqu'à dépasser la frontière de l'écran, brisant le 4e mur le temps d'une séquence surprenante qui confirme l'absence totale de règles au sein du film. Tout est possible, tout peut arriver. Un Gremlin électrique? Allez. Un Gremlin araignée? Allez. Un Gremlin qui parle? Allez. La seule limite étant finalement l'imagination de Dante, Final et Haas. Bon, il y a aussi parfois des contraintes techniques, parce que l'équipe de backers avait aussi conçu un Gremlin éléphant qui n'a finalement pas été utilisé car trop compliqué à contrôler. Mis à part ça, on sent bien que Dante a pleinement savouré cette liberté totale, conscient qu'une telle opportunité ne se présenterait qu'une fois dans sa vie. Gremlins 2 est donc à des années-lumière de la suite classique, raison pour laquelle il a plus que divisé à sa sortie. Les fans du premier film n'y ayant tout simplement pas trouvé ce qu'ils attendaient. Trop audacieux, trop original, trop chaotique. Et pourtant, est-ce que ce serait pas ça au final l'essence de Gremlins? Au fond, Gremlins 2 ne serait-il pas un meilleur film Gremlins que le Gremlins original? Parce que ce qui fait tout le sel de cette suite, c'est qu'elle prend son concept à bras-le-corps. Trop c'est trop, pas pour Dante, et encore moins pour les Gremlins. Pour ce qui est des Gremlins d'ailleurs, Rick Baker et son équipe ont fait un travail formidable, et ce n'était pas une mince affaire compte tenu du niveau élevé établi par Chris Wallace pour donner vie aux créatures. Le design revisité fonctionne extrêmement bien et l'objectif est atteint. Chacun des Gremlins principaux dispose ainsi d'une véritable individualité, ce qui permet de les discerner de la masse. De plus, on sent bien que la technique a évolué. Plus expressif que jamais, Gizmo peut cette fois-ci marcher, danser, bref, effectuer toutes sortes d'actions autrefois impensables. Cette fois, il passe pas à la moitié du film dans le sac à dos de Billy. Il a même droit à son morceau de bravoure rien qu'à lui, la fameuse scène où il se la joue Rambo. Dante continuant de se faire plaisir à grands coups de référence à la culture pop américaine. Pour ce qui est des méchants Gremlins, c'est aussi une réussite, chaque mutant faisant appel à une technique différente pour prendre vie. De l'animation traditionnelle pour le Gremlin électrique à l'animation image par image pour le Gremlin chauve-souris, sans oublier la terrifiante marionnette du Gremlin araignée qui aura nécessité tout le savoir-faire de Rick Baker et son équipe. Quant à Brain, le Gremlin doué de parole, il s'impose immédiatement comme l'un des meilleurs personnages du diptyque, son phrasé et son attitude raffinée tranchant radicalement avec la nature profondément violente de son espèce. En ce qui concerne le casting, comme sur le premier volet, les personnages humains sont en retrait derrière les Gremlins. Pour autant, certains d'entre eux parviennent à tirer leur épingle du jeu en incarnant des personnages hauts en couleur, que ce soit la prestation de John Glover dans le rôle de Clemp, enfant dans un corps d'adulte qui se révèle particulièrement attachant, ou bien celle de Christopher Lee, aussi inquiétant que drôle dans le rôle du Dr Cathéter. Et concernant Billy et Kate, ils restent les personnages lisses et innocents qu'ils étaient dans le film original. Et si on a eu droit à une apparition de Jonathan Banks alias Mike Ehrmantraut dans le premier opus, c'est cette fois-ci Raymond Cruz et Dean Norris qui se joignent à la fête. À croire que c'est un univers partagé avec Breaking Bad.
Lors du tournage de la dernière scène du film, où Greta, le gremlin femelle, organise un mariage forcé avec Foster, Robert Picardo interpréta tout un petit panel de réactions pour que Dante ait le choix au montage. Et pour la toute dernière prise, il se lança dans quelque chose de plus osé. En gros, un regard qui voulait dire « Ah, et puis merde, allons-y ». Là-dessus, bien évidemment, toute l'équipe se marre, même si Dante déclare qu'il n'y a clairement pas moyen qu'il puisse utiliser cette prise. Et pourtant, c'est bien évidemment elle qu'il a fini par utiliser. Ah, il a vraiment pu faire ce qu'il voulait, hein. Film particulièrement radical dans son approche, Gremlins 2, c'est un peu le prototype ultime du blockbuster anti-hollywoodien. Un véritable détournement orchestré de main de maître par un réalisateur à la sensibilité unique, qui était tout simplement fait pour mettre en scène ces créatures anarchistes. Plus qu'une simple suite, Gremlins 2 est un film à part, et dans une industrie hollywoodienne qui vise avant tout l'aseptisation, on peut se féliciter quand un ovni cinématographique est vu le jour. Parce que c'est pas demain la veille que ça se reproduira. Avec les années, Gremlins 2 a fini par atteindre le statut d'œuvre culte, au même titre que le film original. Si le premier eut pendant des années les faveurs des fans, cette suite se place désormais à égalité, certains préférant le côté horrifique du premier film, d'autres l'humour subversif et jusqu'au boutiste du second. Ce qui est sûr, c'est que les deux films ont tous les deux ce petit quelque chose de profondément irrésistible, cette sorte d'ode au chaos purement jouissive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!